Le livre que j'ai écrit qui s'appelle L'emprise des âmes, la première version, si vous voulez, c'était « Et si ce n'était pas moi ?» Parce que c'est ça que je voulais vraiment expliquer. Il y a des personnes qui disent « Non mais c'est pas moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai pas voulu, c'est comme si on m'a poussé à le faire, je vous jure, c'est pas moi. » Hein, des mamans qui disent « Je reconnais pas mon enfant, il me regarde, c'est plus lui. » Et des tas de choses comme ça. À ce moment-là, il faut se poser des questions. Si c'est pas l'enfant, c'est qui? Bonjour Anne. Bonjour Estelle. Anne Deligné qui nous accueille aujourd'hui chez elle en Dordogne. Merci beaucoup pour cet accueil. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps? D'abord, merci à toi de t'être déplacée jusqu'ici, c'est sympa. Je suis ingénieure de formation, les gens disent. Alors les gens me demandent de quelle formation. Bon, donc c'est vrai que je suis assez scientifique en fait. Je suis ingénieure des eaux et forêts. J'ai adoré ce métier que j'ai pratiqué jusqu'il y a quelques années. Mais en parallèle, je dis toujours, ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est ce qu'on appelait à l'époque la parapsychologie. Hein. Aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment comme ça. Mais à l'époque, c'était ça. Je me suis nourrie des livres de Lafon, Robert, ces livres noirs là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de livres sur tout ce qui est parapsychologie, tout ce qui est le monde inconnu. Et or, ce monde était déjà connu, mais on en parlait encore moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, grâce à vous et grâce à d'autres gens, on commence à parler de tous ces sujets que l'on disait avant par quelque chose, ésotérique, et ce n'était pas toujours bien considéré. Aujourd'hui, heureusement, c'est beaucoup mieux. Alors, ingénieur de formation, est-ce que tu as eu un déclic pour te lancer dans la pratique que tu as aujourd'hui? C'est-à-dire un déclic, oui et non, c'était progressif, mais certains livres, effectivement, m'ont complètement transformée. Par exemple, le livre de Carl Wickland qui s'appelle « 30 ans parmi les morts ». Et ça, c'est absolument magnifique. Je me suis dit, quand j'ai lu ça, quand j'ai vu ce que faisait Carl Wickland pendant toute sa vie professionnelle de psychiatre, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler chez nous? C'est incroyable, quoi. Mais avant ça, il y avait les livres de Alexandra David-Néel, enfin il y avait toutes sortes de livres qui m'ont passionnée. Presque les seuls livres qui m'intéressaient, c'est ceux qui parlaient de ce monde dont on ne parlait pas. Moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre. Quelque chose que je ne comprends pas, ça ne marche pas. Je dois aller à fond pour comprendre, ou bien je mets de côté si c'est pas compréhensible. Mon travail et mes études m'ont formée à être très pragmatique. Et puis j'ai rencontré Edith Fior, puis j'ai rencontré les gens qui travaillent dans cette école anglaise où on forme aux libérations d'âme, à la libération des âmes. Et donc, c'était pour moi un objectif, j'étais plus que passionnée. Donc, j'ai suivi tout ça vraiment à fond, toutes les formations en Angleterre. Et j'ai adoré. Et puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, ni en France, ni en Belgique, c'est quoi ça? Et puis, une autre collègue, une autre amie, je veux dire, à qui j'ai parlé, elle dit, mais moi aussi je veux faire ça. Donc, elle est allée en Angleterre aussi. À l'époque, on avait les moins un petit peu de sous, on pouvait se permettre, parce qu'en Angleterre, c'est pas les mêmes budgets. Et puis, on s'est dit, écoute, on va commencer les formations en Belgique, parce qu'on ne peut pas, on connaît ça, il faut que ça soit connu. Alors au début, on demandait aux Anglais de venir donner les formations, mais il fallait tout traduire, ça durait du temps. Et puis les Anglais eux-mêmes nous ont dit, écoutez, vous pratiquez déjà, donnez notre formation, ce que nous on vous a donné, donnez-le. Donc des formations en libération d'âme. C'est ça, tout à fait. Et aussi en vie antérieure aussi? Ah oui, oui, parce que ça c'est ce qui découle, une âme, d'où elle vient. Beaucoup d'âmes viennent de vie antérieure, donc c'est obligatoire de parler de vie antérieure. Après, d'où venons-nous et comment retrouver qui nous sommes vraiment, notre libre arbitre, sans avoir d'influence, trop d'influence, je veux dire, de nos vies antérieures, de nos ancêtres, des entités qui sont avec nous, on va en parler. Donc moi je pratique l'hypnose spirituelle, d'autres appellent ça l'hypnose quantique, parce que l'hypnose en fait c'est aller dans le hors de l'espace-temps. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires et des millénaires, hein, cette forme d'hypnose. Et
Voilà, c'est pas du tout nouveau. Aujourd'hui, je sais qu'on a besoin de beaucoup de science pour prouver des tas de choses. Heureusement qu'il y a des physiciens comme par exemple Philippe Guillemot qui dit que le temps n'existe pas, le futur, le passé, le présent, c'est la même chose quelque part. Et donc moi, ça m'a aidé d'ailleurs à écrire les livres, parce que je dis si les scientifiques maintenant démontrent que ce qu'on fait nous depuis des millénaires, c'est réel, on peut le prouver, bon bah tant mieux. Hein, on ne va pas avoir des critiques pour dire qu'on est un peu farfelus. Alors quand tu dis que tu fais de l'hypnose spirituelle, c'est quoi plus précisément? C'est-à-dire que je travaille dans l'au-delà. Enfin, c'est pas moi. Les personnes qui viennent me voir. Donc, effectivement, quand on est en hypnose, donc en relaxation profonde, parfois, c'est même plus nécessaire la relaxation. Ça dépend. Mais donc, quand on est en relaxation, le plus profondément possible, eh bien, on sort de l'espace-temps. C'est-à-dire, on peut aller, surtout dans l'au-delà. Hein, on est dans l'au-delà à ce moment-là. L'au-delà, c'est en dehors de l'espace-temps. Donc là, on peut retrouver des défunts, on peut retrouver des ancêtres, on peut retrouver nos vies antérieures, on peut tout retrouver, nos émotions, mais aussi même nos émotions de quand on était enfant. Hein, les gens disent oui, mais je ne vais pas y arriver. J'ai dit mais rappelez-vous vos vacances quand vous étiez enfant. Ah oui, je me rappelle. Mais c'est aussi simple que ça. On peut se rappeler tout à fait d'autres choses. Et donc il y a quand même plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus sur le hors de l'espace-temps. Hein. J'ai beaucoup aimé les livres de Erwin Laszlo, par exemple. Et donc lui, il décrit aussi très bien comment tout ce qui est en dehors du visible existe. Et en fait, il préexistait. Il dit que, je ne pourrais pas trouver maintenant la formule, mais c'est l'intention. On a une intention, on pose une intention, on crée quelque chose. Et après, ça va se remplir et ça va exister. C'est très intéressant. Alors, tu pratiques l'hypnose spirituelle, mais qu'est-ce qu'on atteint avec cette technique? On atteint tout. On atteint tout parce qu'on sort du moment présent. Et quand on est en dehors de l'espace-temps, je dis là, on peut rencontrer, donc je disais des vies antérieures, on peut rencontrer nos ancêtres et bien sûr aussi toutes les âmes qui peuvent être sur nous, sur les autres, dans un milieu, dans une maison, dans un cimetière. Encore que dans les cimetières, je dis, souvent il n'y a pas autant d'âmes qu'on le dit, d'âmes errantes qu'on le dit, parce que les gens qui ont été enterrés dans un cimetière, ils ont reçu les rituels, les prières qu'il faut pour qu'ils soient en paix. Bien sûr, il y a d'autres choses, parce qu'il y a des morts qui ne sont pas en paix. Alors, il faut les aider. Donc, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet-là, ce qu'on appelle des entités, pour moi, ce sont des âmes. Une âme, c'est pas, je ne prononce pas le mot âme parce qu'on me dit oui mais t'es catho. Non, ça n'a rien à voir. J'insiste toujours là-dessus. Ce que je pratique n'a rien à voir avec aucune religion. Tous les humains sont pareils, les animaux aussi, ils ont une âme. Donc on me pose parfois la question, est-ce que les animaux ont une âme? Bien sûr qu'ils ont une âme. Alors les âmes, pourquoi c'est important? Quand j'ai lu les livres de Carl Wickland et que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques ne devraient pas y être, parce qu'elles sont possédées, comme on dit. Moi, j'appelle ça sous emprise, parce que je vais expliquer un peu la différence. Eh bien, si on arrive à aider ces âmes qui les empêchent d'être eux-mêmes, parce qu'une personne peut avoir avec elle peut être sous l'emprise, je dis, donc d'une âme, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20 parfois, hein. Donc, même plus, je ne sais pas. À ce moment-là, ces personnes ne sont plus elles-mêmes, elles sont influencées par d'autres influences. Et comme faisait Carl Wickland, comme moi je fais maintenant, beaucoup d'autres, eh bien, on s'adresse à ces personnes. Donc pour moi, une âme, c'est juste une personne qui n'a plus de corps. Et donc cette personne, elle a besoin d'aide. Si elle est ici, c'est qu'elle a besoin d'aide. Elle ne devrait pas être un mort, un défunt, une âme ne doit pas être ici. Elle doit être dans un monde qui lui appartient. Alors, je dis souvent, quand on a tous ces livres sur les expériences de mort imminente, donc la personne dit « je suis partie dans la lumière », etc. Et puis à un moment, je suis revenue. Bon. Elle est revenue dans un corps physique. Alors c'est un peu la même chose quand on meurt vraiment.
Donc on peut aller dans le monde des âmes et ne pas revenir, surtout s'il y a des gens sur Terre qui nous ont aidés, si on a aussi des guides spirituels qui nous ont aidés, si on est bien mort, si on est mort en paix, alors on y va. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien mortes, comme je dis. Elles sont mortes malheureusement dans la tristesse, dans la jalousie, dans la colère, dans l'injustice, toutes ces choses-là, ce qui font que il y a quelque chose qui n'est pas terminé pour elles. Parfois, elles ne voulaient pas mourir, donc c'est pas terminé. Et alors, on dit des âmes errantes, c'est pas qu'elles errent, mais elles restent ici en attente de l'aide. Et c'est très important. C'est bien décrit dans le livre des morts égyptiens. J'en parle un peu dans mon livre pour cadrer un peu le sujet. Et le livre que j'ai écrit qui s'appelle L'emprise des âmes, la première version, si vous voulez, c'était « Et si ce n'était pas moi ?» Parce que c'est ça que je voulais vraiment expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand des personnes font beaucoup, vous en connaissez tous dans votre vie, il y a des personnes qui disent « Non mais c'est pas moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai pas voulu, c'est comme si on m'a poussé à le faire, je vous jure, c'est pas moi. » Hein, des mamans qui disent « Je reconnais pas mon enfant, il me regarde, c'est plus lui. » Et des tas de choses comme ça. Donc, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Si c'est pas l'enfant, c'est qui? C'est qui? Et alors, ça peut être une ou deux ou plusieurs personnes, donc des âmes qui n'ont plus de corps, et comment elles sont arrivées là, et comment les aider. Donc, quelqu'un qui change de comportement soudainement, par exemple, Ouais. peut venir te voir, et toi, tu aides à déterminer déjà si la personne a une entité ou une personne sans corps sur elle, et tu invites cette personne sans corps à partir. C'est ça que tu fais? Quelque part, est-ce que tu libères les âmes? D'abord, il faut détecter la personne qui vient, qu'est-ce qui la perturbe, hein? Quel est son mal-être? Moi, je cherche surtout l'origine des mal-être récurrents. Hein? Quelqu'un peut venir dire j'ai toujours le même chef, il m'aime pas, ou j'aide tout le temps ma sœur, elle m'aide jamais, enfin toutes sortes de problèmes de ce genre-là. Et donc, je teste ou je questionne jusqu'à me rendre compte si la personne est sous l'emprise d'une âme, emprise étant déjà un mot assez fort, hein, mais elle est accompagnée aussi d'une âme qui n'est pas elle-même. Et cette âme, elle veut être elle, et donc elle pousse l'autre à être... par exemple, il peut y avoir j'avais une jeune femme qui était venue, elle était extrêmement féminine, elle n'avait rien de masculin. Et elle a appris avec des thérapies autres, avant de venir chez moi, qu'elle avait eu un frère jumeau. Et elle vient chez moi, oui, son frère jumeau était encore là. Et elle me dit, il prend toute la masculinité que j'ai en moi, parce qu'on doit être équilibré. Elle dit, je ne suis pas équilibrée, je suis trop féminine. Il a tout pris chez lui, parce qu'il veut continuer à être un garçon. Donc, alors, il faut discuter avec la jeune femme qui est là, avec l'âme qui est là. Hein, je n'aime pas trop dire le mot entité, hein, mais enfin, avec l'âme qui est là, pour que le jumeau soit d'accord d'aller dans son monde à lui, c'est-à-dire le monde des âmes. Parfois, il y en a qui ne veulent pas, mais je leur explique que tant qu'il reste ici, donc là, un jumeau, c'est pas très longtemps, mais ça peut parfois être quelqu'un qui vient du Moyen-Âge, donc tant qu'il reste ici, il n'évolue plus, c'est très important. Il n'évolue plus spirituellement parlant, on ne parle que de ça. Hein. Donc, je lui explique à la personne, à l'âme qui est là, ou bien je demande au consultant qui vient me voir de dire à l'âme, voilà, vous êtes là depuis X temps, mais vous n'évoluez plus. Vous restez dans la colère ou dans la tristesse. Et il faut évoluer. Et ça, les âmes, elles comprennent ça très très bien. Et donc je leur demande, vous comprenez ce que je vous dis? Alors oui, et alors elles sont ouvertes à ce qu'on va leur expliquer. Là, je ne parle pas du jumeau, je parle d'autres cas en général. Hein. Et donc je leur dis, voilà, vous êtes... pourquoi êtes-vous dans la tristesse? Alors elle peut dire, ah mais parce que... alors je dis, rappelez-vous, moi je parle à l'âme là, hein, rappelez-vous quand vous aviez un corps humain à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui étiez-vous? Hein? Alors elle peut se rappeler, et puis pourquoi vous êtes venu avec madame qui est ici? Pourquoi vous êtes resté avec elle? Peut-être vous l'avez connue dans une autre vie, peut-être vous l'avez rencontrée dans un hôpital ici, enfin, toutes sortes de solutions ou de possibilités existent, il n'y en a pas une qui est pareille à l'autre. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous pouvez naître avec
ce qu'on dit un peu vulgairement, j'aime pas trop, une entité. Vous pouvez naître avec une autre âme. Donc naître, N-A-I-T. Donc, et vous êtes avec cette âme depuis votre naissance. Alors là, je dois chercher, moi, si c'est seulement depuis cette naissance, dans cette incarnation-ci, ou si ça vient de loin. Vous voyez? Et donc ça, c'est important. Et c'est là où je suis obligée de toucher le mot, enfin le sujet des avortements. Hein? Parce que ça, c'est quand même un sujet très important. Surtout, on parle beaucoup de ça maintenant aussi dans la politique et tout ça. Quand une femme se voit dans l'obligation d'avorter, hein, je ne juge pas du tout, hein, mais elle est dans l'obligation, c'est pas drôle. C'est pas drôle pour elle. Mais il faut que tout le monde sache, si seulement la science pouvait démontrer ça, mais nous avons tous une conscience, une âme. Certains, moi souvent, dans mon deuxième livre, je l'appelle même âme-conscience, parce que la science préfère dire conscience, hein, ils disent une conscience nous survit-elle après la mort. Bon, est-ce que c'est la même chose qu'une âme? Peu importe, c'est ce qui nous survit après la mort. Donc, alors un avortement, bon, il y a déjà une âme là, dans le fœtus, d'accord? Il y en a qui disent, enfin, qui veulent nier ça, mais bon, ça c'est leur problème. Donc il y a une âme là, et elle se sent rejetée, si on ne l'a pas préparée. Donc moi, ce que je dis aux mamans qui sont dans l'obligation d'avorter pour une raison X, je leur dis, parlez à votre futur enfant, dites-lui que vous ne pouvez pas le garder, le ou la, hein, que vous voudriez la retrouver après dans une autre vie, ou dans celle-ci plus tard, peu importe. Mais demandez pardon, et c'est pas votre faute, demandez aussi que votre futur enfant vous pardonne et vous comprenne. Et vous êtes vraiment dans l'impossibilité. Alors les choses se passeront beaucoup mieux. Et l'âme qui est là, elle va... Attention, je ne pousse pas à l'avortement, hein, loin de là, mais je veux dire, c'est jamais drôle, donc c'est juste que quelques mois. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, avec les avortements où l'enfant est déjà viable. Hein. Non, ça, évidemment, pour moi, ça, c'est terrible. Mais surtout, moi, je rencontre énormément de personnes qui ont eu des avortements. Et quand les personnes viennent chez moi et que je vois qu'elles ont une âme ou plusieurs, je leur demande toujours si c'est une femme, si elle a eu un avortement, ou si la mère a eu un avortement. Parce que c'est important. L'âme, elle va grandir, surtout dans un fœtus, elle va grandir, comme moi je la vois entre guillemets comme ça, l'âge qu'elle aurait eu si elle avait eu son corps. Maintenant, elle peut se transformer si je lui demande, mais je préfère l'accepter. Donc je peux dire à la dame, parfois je vois comme ça, et donc je dis, excusez-moi, j'ai dit, mais vous vous êtes fait avorter, si j'avais oublié de poser la question, parce que je vois là, à côté de vous, un jeune homme. Bon, alors, évidemment, c'est très émouvant, parce que la personne, elle me dit oui. Alors, j'ai dit, c'était quoi, à votre avis, une fille, un garçon? Alors, elle dit, j'ai toujours su que c'était un garçon. Très bien, ben, il est là. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur, aimez-vous, et puis dites-vous au revoir. Et comme ça, tout est réglé. Plantez, par exemple, un arbre dans le jardin pour il ou elle, quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir ça. Et alors maintenant, on peut aussi avoir une âme qui est là, mais qui vient d'une vie antérieure. Bon, alors on y croit, on n'y croit pas, ça, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Mais moi, je sais qu'elle vient d'une vie antérieure. Et il faut aussi alors détecter, je ne vais pas dire deviner, mais avec des questions, pour voir d'où elle vient et pourquoi elle est restée là, depuis parfois des siècles. Donc, dans mon deuxième livre, j'aime bien parce que j'écris beaucoup, presque la moitié du livre, ce sont des exemples. Parce que c'est très important de comprendre ce que la personne peut vivre. La personne, la consultante, le ou la consultante qui vient me voir, mais aussi là où les âmes qui sont là. Alors moi, j'aime bien que la personne qui vient me voir comprenne ce qu'il y a. Je la fais communiquer avec l'âme qui est là, ou avec son ancêtre, ou bon. Parce que, je dis, ça lui appartient, elle doit comprendre ce qui s'est passé. Hein? Donc, voilà, ça c'est un petit peu différent de la manière dont nous pratiquons, par rapport à d'autres qui disent « Ah voilà, je t'ai enlevé, tu avais 3 entités, je les ai enlevées. » Vous dites « Bon d'accord, mais j'ai pas pu leur dire au revoir. » Donc moi, je m'assure toujours que si c'est une maman avec, ou une dame avec sa grand-mère ou quelque chose comme ça, je dis « Mais dites-lui au revoir. » Et puis bénissez-vous.
l'une l'autre. C'est important. Et puis il faut savoir aussi que beaucoup d'âmes qui sont là, si elles ne sont pas parties loin, c'est parce qu'elles souffrent. Elles souffrent de quoi? Quelque chose n'a pas été réglé. Donc il est important toujours de... Enfin, il est important, c'est ce que moi je dis, hein, mais de comprendre pourquoi elle est là, l'âme. Donc moi, si elle se comporte, comment je vais dire, peut-être un peu de manière agressive, si la personne fait des choses qu'elle n'a pas envie de faire vraiment, et qu'elle se sent poussée à ça, donc, et on détecte qu'il y a une entité là, une âme, je dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis fâchée, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est trop injuste, mais qu'est-ce qui est d'injuste? Il pose la question jusqu'à ce qu'elle dise oui, il s'est passé ça ou ça ou ça dans ma vie. Souvent, si je rencontre une âme comme ça, je lui dis, bon, rappelez-vous quand vous aviez votre corps physique, qui étiez-vous? Et puis je dis, mais quand vous êtes morte, qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous êtes morte et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voyez, donc ça c'est important parce que, moi je dis toujours, on ne triche pas avec l'au-delà. Donc elle va toujours dire ce qui s'est passé. Et elle va dire, ah, c'était un accident, ou je suis morte sur mon lit, ou toutes sortes de choses, quoi. Donc, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est assez préparé à la mort pour passer cette étape de manière, on va dire, harmonieuse? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je dis, le malheur de notre civilisation, c'est qu'on n'a pas apprivoisé la mort. On n'accepte pas la mort. C'est comme si c'était un échec. Heureusement qu'il y a des, je crois, civilisations premières, comme on dit, ou d'autres, qui pour elles... la mort, ils appellent ça mourance, hein, je ne sais pas qui parlait de mourance, c'est comme la naissance, on naît à autre chose. Il y en a qui disent, je repars, je retourne chez moi. Et il y a des peuples où on fait la fête quand quelqu'un meurt. Il est content, il est heureux, il rentre chez lui. Et donc il y a toutes sortes de choses, mais c'est vrai que même on voit ça dans la médecine, à tout prix, il ne faut pas qu'une personne meure. Bon, maintenant... En France, c'est bien différent, vu les lois qui vont passer. Mais bon, c'est autre chose, là, maintenant. Mais il faut apprivoiser la mort. Il ne faut pas interdire de mourir, mais il ne faut pas pousser à la mort non plus, à mon avis. Oui. Alors, si on part du principe, donc, qu'on a des âmes qui peuvent s'accrocher à nous, nous investir comme ça, quels sont les symptômes d'une emprise ? Et comment tu peux voir comment nous-mêmes on peut voir qu'on a quelque chose sur nous, en nous qui est gênant? Oui. D'abord des angoisses. Les angoisses, c'est très très typique. Même moi, par exemple, si je rentre dans une pièce, si je me connecte un petit peu, ouf là, je peux sentir quelque chose, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc les angoisses, c'est assez typique. Et puis il y a d'autres personnes qui, comme je disais tout à l'heure, qui disent « j'ai pas voulu faire ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein, je fais des choses que j'ai pas envie de faire. » Donc là, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe? Qui est là qui la pousse à faire ce qu'elle ne veut pas faire? Pour différentes raisons, quoi. Hein. Alors ça peut être, parfois ça peut être des douleurs. Donc nous avons différentes approches, je vais dire techniques, pour aussi s'intéresser aux douleurs, voir d'où ça vient. Ça peut venir d'une vie antérieure, ça peut venir d'un ancêtre qui a été blessé aux mêmes endroits, par exemple. Je connais une famille où ils ont tous des problèmes au bras, par exemple, de père en fils. Et donc, il faut voir l'ancêtre qui n'est pas bien, qui est à l'origine de ça. Et il y a 1000 cas, mais les personnes qui viennent, c'est ça, sont les problèmes récurrents et c'est un certain mal-être sur lequel elles n'arrivent pas à mettre une définition, un mot. Et comment est-ce qu'on peut se protéger, une fois qu'on est au courant de ça, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger contre l'intrusion? Ou de se libérer soi-même même. Disons, oui. On me pose toujours la question, c'est pas nécessaire de se protéger quelque part, parce que, sauf si on est, hein, sauf si on est avec une âme, mais disons dans la vie, nous sommes tous, si on est bien aligné, hein, tout le monde fait de la psychothérapie, des choses comme ça, nous avons nos auras qui nous protègent. Hein. Alors, mais quand les auras sont perturbées, hein, il y en a qui appellent ça des brèches ou des affaiblissements, alors c'est à ce moment-là qu'on peut
ressortir de certains endroits accompagnés. Par exemple, vous avez dans les boîtes de nuit, vous voyez, il y a, comment on appelle ça, des haut-parleurs très gros là. Et quand ça fait un bruit pas possible, ça vous prend au ventre. Il paraît que ça fait éclater vos auras. Et là, il y a beaucoup, dans ces endroits-là, il y a beaucoup d'âmes en recherche de drogue, d'alcool, de sexe. Bon. Donc ça, c'est malheureusement assez fréquent. Alors, un jeune qui sort de là et qui est accompagné, entre guillemets, il va plus trop savoir qui il est. Il y a des risques qui se mettent à la drogue, à la boisson, qui dépriment. Il y a des suicides aussi, qui sont poussés par quelqu'un qui s'est suicidé, qui lui dit « c'est pas grave de se suicider, tu peux te suicider aussi ». Il y a des tas de troubles comme ça, donc il faut être vigilant. Dans nos formations, parce qu'on donne des formations, je te donnerai mon site tout à l'heure, enfin c'est pas mon site, c'est notre site maintenant, parce qu'on est un groupe, mais nous aimons quand il y a des psys qui sont là. Et il y a toujours quelques psys, parfois psychiatres aussi. Hein. Donc c'est très important que les psys s'intéressent à connaître ce phénomène de présence d'une autre âme que l'âme vraie, et à commencer par ça. Parce que parfois, il suffit de ça. Moi, j'ai eu des personnes qui, malheureusement, avaient 10 ans de psychanalyse, 10 ans de psychanalyse, parce qu'elles voyaient tout en double. Elles peignaient toujours deux petites filles. Tout était en double. Et pendant 10 ans, on lui dit, vous devez intégrer cette partie féminine de vous. Non, c'était sa sœur jumelle. Donc cette personne est venue te voir? Oui. Et en une séance, ça a été réglé? Bah oui. Ah oui. Et c'est jamais revenu ensuite? Bah non. Bah non, puisque là, la sœur jumelle, elle est allée là où elle doit être. D'abord, elles ont dû dire au revoir, s'embrasser, c'est très émouvant quand même. Hein. Bon. Mais il faut justement il faut qu'elle puisse dire au revoir. Si j'avais dit, ah ouais, ça y est, c'est ta sœur jumelle, elle est partie. C'est affreux. Elles disent quoi, elle est là depuis que je suis née, elle m'accompagne. Bah, elle est peut-être triste, la sœur jumelle, qu'elle n'a pas de corps, je ne sais pas. Mais il faut pouvoir dire au revoir. Donc, je pense que c'est très important. Tu parles des psys, des psychiatres dans tes formations, mais est-ce qu'ensuite, ils appliquent eux-mêmes, durant leur thérapie, que ce soit à l'hôpital ou dans leur cabinet, ce qu'ils apprennent avec toi, avec vous? J'espère. Je l'espère. Disons, on a des pédopsychiatres, des psychiatres qui ne disent pas qu'elles font ça, il ou elle. Elles ne disent pas parce que, surtout en France, hein, c'est pas encore accepté. Moi, je dis pas que cette croyance, cette certitude que nous avons quelque chose qui sort de nous à notre mort et qui continue à vivre, je dis bien qui continue à vivre, c'est très important, mais si tout le monde était conscient de ça, le monde serait différent. Le monde serait vraiment différent. On ne jugerait plus, on jugerait du moins beaucoup moins. Et je ne parle pas seulement de la présence d'entités, je parle aussi de tout le reste. Donc les vies antérieures. Les vies antérieures, oui. Le poids transgénérationnel des ancêtres. Voilà, je vais vous montrer. Vous voulez que je vous montre une image comme ça? Vous voyez ça? Donc voilà, donc ça, c'est un peu ce que j'ai décrit dans mon deuxième livre. Donc ici au milieu, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. On est bien alignés, d'accord? Et puis, là, dans notre enfance, on a eu des traumas. Pas tout le monde. Et donc là, les psys, je ne les critique pas, moi non plus, moi aussi, on va regarder ce qu'il y a comme trauma. Mais moi, ce que j'ai dit, mais pourquoi il est là, le trauma? Vous voyez, il y a des flèches dans tous les sens. Et d'où il vient, ce trauma? Parce que peut-être dans une vie antérieure, où sont les vies antérieures? Ici. Dans une vie antérieure, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que vous avez peur de l'eau, terriblement peur de l'eau. Alors, on peut dire, bon, ben, vous avez eu peut-être un grand-père qui s'est noyé, mais peut-être que dans une autre vie, vous êtes noyé. Ou au contraire, si vous adorez l'eau, peut-être votre arrière-grand-père a été explorateur, navigateur, ou je ne sais pas. Donc il y a des liens. Il y a des liens là, partout. Partout. Parce que tu as le cercle vie antérieure, tu as aussi ici, c'est les vies antérieures. Ça, ce sont les ancêtres. Là, il y a une arrière-grand-mère très coincée dans sa robe. Hein, donc peut-être qu'on est très coincé, on n'est pas très évolué, libéré sexuellement, je vais dire peut-être, il y a un trouble là. Enfin, un trouble, on ne sait rien. Mais bon, là, c'est la mer, hein, peut-être on s'est noyé. Là, il y a les astres, je ne suis pas astrologue, mais c'est important. Ici,
c'est les vies antérieures. Là, il y a un monsieur qui est sur une tribune et qui parle à la foule. Alors, est-ce que c'est un politicien? Est-ce qu'il a fait du bien? Mais est-ce qu'il a raconté des mensonges? Ou est-ce qu'il est plein d'ego? Ou au contraire, plein de charisme? Donc ça influe sur nous, mais ça influe sur tout le reste. Ici, vous avez la présence des âmes, des entités, qui sont également liées avec le reste. Donc c'est important. Donc moi j'essaye de voir toujours l'ensemble. Ici vous avez des malédictions par exemple. Envoûtement, tu dis? Des envoûtements, des sorts. Ça c'est intéressant aussi parce que par exemple les sorts, c'est assez fréquent. Alors ça peut être un sort que quelqu'un d'autre a mis sur vous. Mais la plupart du temps, vous serez étonné de voir que c'est un sort qu'on s'est donné à soi-même dans une autre vie. Donc par exemple, dans une autre vie, disons que vous faites partie d'une famille avec 14 enfants, disons, où vous avez 14 enfants. Donc vous dites, j'en peux plus, et vous mourrez parce de fatigue. Mais vous dites, je ne veux plus jamais d'enfants, ou plus jamais autant d'enfants. Vous voyez, c'est comme si vous vous promettez à vous quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il faut soi-même, puisque si c'est soi-même, on s'est donné un sort à soi-même, c'est un gros mot, hein, se donner un sort, hein, mais bon, se promettre quelque chose. Ben, soi-même, on peut dissoudre ça. On peut toujours, à tout instant, demander l'aide de la lumière divine, pour aider. Donc, on peut demander à la lumière divine de venir dissoudre ce sort, cette promesse que je me suis mis à moi-même, parce que dans cette vie-ci, je ne suis plus dans l'autre vie, je m'appelle autrement et je veux vivre autrement. Donc une dame vient me voir, c'est assez fréquent d'ailleurs, où elle dit je n'ai pas de relation conjugale, comment on dit, permanente, qui tient, comment on dit ça Durable. Durable, voilà. Et donc, je ne sais pas, est-ce que je suis accompagnée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'empêche? Quelqu'un, donc une personne, mais qui n'a plus de corps, qui m'empêche ça. Donc c'est assez souvent, c'est une question assez fréquente, disons. Hein. Ça peut être un mari qui vient d'une autre vie. Ça peut être même un père décédé qui protège sa fille. Ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Alors, selon si ça vient d'une vie antérieure, par exemple, une dame, elle dit oui, c'est un mari, on questionne la personne, l'homme qui était là, et très agressif, il dit c'est ma femme, mêlez-vous de ce qui vous regarde, c'est ma femme et je resterai avec elle et il n'y a personne d'autre qui peut l'aimer. Ah, bon. Donc, je dis ok, c'était une autre vie, oui, c'était une autre vie. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur et la dame qui était avec moi, d'aller tous les deux dans la vie voir ce qui s'est passé? Donc, je les emmène tous les deux et pour qu'ils voient ce qui s'est passé. Et donc comme ça, la personne qui est là, elle ressent tout. Donc elle dit oui, c'était un mariage arrangé, je l'aimais pas, lui m'aimait pas non plus. Mais il était extrêmement possessif, il avait de l'argent et tout ça. Et voilà, et il m'aimait pas. Bon, donc c'est vrai que j'ai pris un amant, c'est vrai, mais alors ça a été une catastrophe. Il y a eu duel, enfin toutes sortes de choses. Et lui, en mourant, je crois, si je me souviens bien, il a dit jamais, jamais tu n'auras un autre mari que moi. Donc là, c'est lui qui a mis le sort. Alors, j'ai dit ok, ça a été une séance un peu difficile parce qu'il était très têtu. Mais en fait, je lui dis mais monsieur, vous ne l'aimiez pas? Non. Vous saviez qu'elle ne vous aimait pas? Non plus. Mais monsieur, quand vous étiez petit, qui vous aimait? Il dit, personne. J'ai dit alors? Et il commence à pleurer. Et donc, à partir du moment où il pleure, il se rend compte, et j'ai dit, monsieur, vous ne l'aimiez pas, vous ne savez pas, mais vous n'avez jamais été aimé. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute. Moi, je reconnais votre souffrance. Bon, il n'y a personne qui se mettait la faute, mais il avait une souffrance. Et qui lui est restée très longtemps. Donc à partir de ce moment-là, où je dis alors, personne ne vous aimait quand vous étiez un enfant, moi maintenant, rappelez-vous quand vous étiez enfant, maintenant il y a une maman du ciel qui vient. Alors c'est magnifique, enfin qui vient vous apporter l'amour et la protection que vous n'avez jamais eu. Voilà,
Et il faut tout le temps rester dans l'amour, dans la reconnaissance de la souffrance de l'autre. Hein. Et voilà. Parce que parfois tu peux être face à... Il y a beaucoup de films à ce sujet, les possessions diaboliques avec des êtres effrayants qui prennent possession des humains, etc. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir affaire comme ça à des entités vraiment agressives? Et as-tu réussi à en faire partir et comment? C'est pas moi qui fais partir. Hein. Ah ouais, c'est l'âme qui part quand elle est prête. Oui, donc ouais. C'est-à-dire quand elle se sent, quand elle pleure, quand elle a... Bon. Mais oui, on a des... mais c'est un mythe, enfin un mythe, c'est pas un mythe, je sais pas comment on dit, c'est une croyance que les âmes sont méchantes, agressives et tout. Ça me fait mal parce que les âmes qui sont comme ça, c'est qu'elles ont souffert, c'est tout, c'est tout. Il m'est arrivé d'avoir des personnes que je n'ai pas pu aider, c'est pas de mon ressort. Hein. Moi, je pensais que c'était peut-être du ressort du grand exorcisme. Ça peut être des cris, des trucs religieux. Vous savez, comme on disait à l'ancien temps qu'il fallait le Christ, de l'ail, enfin je ne sais pas trop quoi. Ça peut être comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui ont dans d'autres vies fait beaucoup de magie noire, beaucoup de messes noires. Et c'est drôle comme de vie en vie, ça vous suit. Hein, une personne qui les parents faisaient de la magie noire. Elle avait que des amis qui faisaient de la magie noire dans cette vie-ci. Hein. Et dans une autre vie, elle faisait des messes noires et tout. Donc ça, c'est très lourd parce que c'est depuis longtemps. Donc il faut beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'aide spirituelle, lumineuse, divine, pour qu'elle puisse vivre autrement et reprendre confiance dans une vie qui puisse être belle. Toutes les vies ne sont pas moches. Hein. C'est vrai que c'est quand même... incroyable tout ce que tu dis. Alors, est-ce qu'on peut partir du principe, parce que c'est une question moi, que je me suis déjà posée, est-ce que si on a une entité de type homme, par exemple sur nous, moi en tant que femme, est-ce que cette entité homme pourrait aller jusqu'à me dire, en fait dans mon corps de femme, qu'il veut être un homme? Est-ce que, par exemple, certaines personnes qui se posent des questions sur leur identité sexuelle pourraient être aussi, entre guillemets... influencées. Influencées, voilà. Ben, oui, bien sûr, on est toujours influencé par l'âme qui est là, puisque, comme je dis, elle nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, si on n'a pas envie de faire quelque chose et qu'on le fait quand même, c'est qu'on est poussé par quelque chose. Donc, par principe, c'est pas obligatoirement quelqu'un du sexe opposé ou quelque chose comme ça. Mais, par exemple, on peut avoir une femme qui est entourée, qui a toujours été entourée d'hommes, qui a fait un métier d'homme, d'accord? Et toujours entourée d'hommes et qui n'aime pas trop les trucs de femmes, les bisous, les machins. Elle peut très bien avoir avec elle une entité masculine qui a envie de faire ces trucs. Être entourée d'hommes, faire des métiers masculins, voire même peut-être la guerre ou quoi, j'en sais rien. Donc c'est possible, c'est possible. Mais pour ça, il faut que la personne, la femme, un jour, se pose la question de dire au fond, peut-être que je peux changer, tout simplement. Voilà, si elle le vit très bien, tant mieux pour elle, ouais. Mais si elle le vit mal, peut-être se diriger vers cette piste. Voilà. Par exemple, une personne qui hésiterait avant de faire une opération définitive de changement de sexe pourrait, si elle le souhaite évidemment, aller consulter pour voir s'il y a quelque chose, si elle se sent indécise ou mal par rapport à cette décision, aller consulter pour voir s'il y a quelque chose et essayer ça, puis prendre une décision ensuite. En revenir, parce qu'en début d'entretien, on a parlé de Carl Wickland oui. Et de sa femme médium. Mm-hmm. Alors, nous on en parle parce qu'on connaît, mais certains auditeurs ne vont pas connaître. Est-ce que tu peux expliquer comment il procédait, ce monsieur qui était psychiatre? Carl Wickland était donc un psychiatre. Je crois qu'il est décédé en 1945, quelque chose comme ça, je crois. Et donc, c'était un médecin qui pratiquait le spiritisme, et le bon spiritisme. Hein. Donc, c'est pour aider les personnes. Et il travaillait en hôpital psychiatrique, et sa femme était médium, ce qu'on appelle médium à incorporation. C'est-à-dire qu'un patient venait avec un problème, X ou Y, et tout d'un coup, sa femme, elle a le problème, et le patient est guéri.
Et il raconte ça, je simplifie évidemment, hein, et il a soigné comme ça des milliers de personnes. L'entité qui était sur son patient intégrait sa femme, et ensuite ils arrivaient à faire sortir l'entité de la femme, donc médium, qui allait vers la lumière ou là où elle devait aller, et le patient en face était libéré, c'est ça? Voilà, c'est ça, très bien. Et donc, ça s'appelle, donc sa femme était médium à incorporation. Donc, alors, elle est consciente que c'est quelqu'un d'autre qui prend tout d'un coup la place, et qui parle, et qui va expliquer son problème. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais avant, c'est quelqu'un qui souffre, et qui était avec le patient, et qui a donné sa souffrance au patient, par exemple. Enfin, les patients dans les hôpitaux psychiatriques, aujourd'hui, ils ont... À mon avis, ils ont plus qu'une entité, quoi, hein, plus qu'une âme. Je dis que il y a une différence entre possession et emprise ou accompagnement, quoi. C'est personnel, hein. Donc une possession, c'est vraiment quand une autre âme est complètement en vous. D'ailleurs, les spirites appellent ça obsession. Bon, on peut être sous l'emprise, c'est moins fort, disons. Je dis l'entité, l'âme se trouve un peu ici ou un peu plus loin, voilà. Mais quand elle est vraiment là, vous n'êtes plus vous-même, alors oui, alors on les met dans les hôpitaux psychiatriques. Quel dommage. Quel dommage, je ne dis pas que 100% des personnes dans les hôpitaux psychiatriques sont sous l'emprise ou là possédées par des âmes. Attention, on ne parle pas de démons ici. Il faudrait que la psychiatrie reconnaisse ça. Et d'ailleurs, dans la nouvelle édition du livre de 30 ans parmi les morts de Carl Wickland, le père Brune, lui, son souhait, qui est le mien également, c'est que la psychiatrie s'intéresse à ce phénomène. La psychiatrie. Et alors aussi, on pourra aider aussi les criminels de tous bords, je vais dire. Peut-être qu'ils sont sous l'influence de quelqu'un ou plusieurs autres, ou d'autres souffrances, quoi. Est-ce qu'il existe des pays où les psychiatres vraiment peuvent travailler de cette manière, s'ils en ont envie, sans être inquiétés? Travailler avec un spirit, avec un médium, tester ce genre de choses? Je vais dire quelque chose de pas bien du tout, mais les pays qui n'ont pas l'ordre des médecins, j'exagère. Mais par exemple, au Brésil, vous avez beaucoup de médecins spirites, beaucoup. Au Portugal aussi. Et donc, quand vous allez au Brésil, à l'hôpital, vous pouvez demander un médecin spirit, qui est un vrai médecin, mais spirit. Donc, il va regarder, pas seulement si vous avez des entités, il va regarder l'entièreté de votre être. Hein, pas seulement le corps physique, mais tout ce qu'il y a là. Et les spirites prient beaucoup. Hein, ils sont très croyants, en Dieu, Jésus et tout. Et chacun a sa croyance, du moment qu'ils aident les personnes. Donc oui, ça existe, oui, oui. En Angleterre, il y avait, là où j'ai été moi, toute une école qui formait à la libération des âmes possédantes. Et cette école a été fondée par un psychiatre, un médecin psychiatre. En Angleterre, ils n'ont pas l'ordre des médecins, ils nous le disaient d'ailleurs. C'est pas pour ça que tous les psychiatres croient dans ça, ou agissent comme ça, mais au moins, il y en a, ceux qui veulent le font. Et donc, ils forment là, qui veut. Et comment ça s'appelle, cet endroit? Maintenant, le nom a changé, c'était la Spirit Release Foundation. Maintenant, c'est Spirit Release Forum, mais qui n'est plus dirigé par un psychiatre, mais bon, qui a été formé par le psychiatre. En Angleterre, il y a plusieurs instituts, je ne sais pas si on peut appeler ça institut, qui étudient, en France aussi, et vous avez ça, qui étudient justement tout ce qui est l'au-delà, plus loin que la psychiatrie. Je veux dire vraiment qu'est-ce qui se passe, qui sont les entités, où est-ce qu'elles vont. Tout ce monde de l'au-delà est très bien étudié, documenté. C'est dans ton livre aussi, tu parles. Alors, on va se renseigner pour savoir où est-ce qu'il en est. Ce groupe d'intérêt spécifique sur la spiritualité et la psychiatrie, créé en 1999 au Royal College of Psychiatrists en Angleterre, qui comptait 2000 membres au moment de la sortie de ton livre en 2013. Donc on va se renseigner pour savoir où est-ce que ça en est aujourd'hui, parce qu'apparemment donc là-bas, même en Angleterre, les psychiatres s'intéressent à la spiritualité, certains. En France, si quelqu'un veut le faire, ou si quelqu'un le fait déjà, il vaut mieux qu'il se cache ou pas? C'est-à-dire, il a le droit ou pas de le faire? Pour moi, tout le monde a le droit de le faire. Tout le monde aurait même le devoir, pour moi, de le faire. Puisque ça peut aider quelqu'un qui est en souffrance.
pourquoi interdire? Pour moi, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ils n'auraient pas le droit. Ce n'est pas un exercice illégal de la médecine, ni rien du tout. Ça ne fait pas partie de ce qu'on enseigne, mais on devrait l'enseigner, oui. On devrait. Mais il n'y a pas que les entités, hein. Surtout en psychologie, bon, en psychiatrie aussi, mais en psychologie, en médecine, on devrait étudier non seulement ce que font les peuples premiers, mais il n'y a pas que les peuples premiers qui font ça. Chez nous, on le fait. Nous faisons, d'autres personnes en France, ce qui se fait ailleurs aussi. Il ne faut pas aller courir en Sibérie ou ailleurs, ou dans l'Amazonie pour faire des trucs comme ça. Alors, on lance un appel. On avait déjà lancé un appel à témoignages pour savoir si des psychiatres ou praticiens qui travaillent en institut psychiatrique utilisent ce genre de méthode, Carl Wickland, libération d'âme. On le relance. S'il y en a un parmi vous qui a envie de témoigner, que ce soit officiellement ou de manière anonyme, vous pouvez nous contacter à journaliste@nexus.fr, journaliste au singulier. Par rapport aux schizophrènes et aux psychotiques. Alors, moi, ça fait des années que je me renseigne sur le sujet. Apparemment, c'est un peu compliqué quand même de pouvoir soigner durablement et intégralement des personnes touchées. Mais j'ai lu aussi que dans certaines cultures, certains schizophrènes, en fait, seraient de véritables chamans. Ce sont des personnes qui ont un accès aux autres dimensions, un accès qui, s'il était accompagné depuis tout petit par des personnes compétentes, pourrait développer ses capacités pour faire le bien, pour soigner les autres, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais disons qu'avec les schizophrènes, moi, je n'ai pas de résultat, je vais te dire. Je ne travaille pas pour le résultat, mais je n'ai pas pu beaucoup aider. J'avais rencontré Edith Fior, elle m'avait dit qu'elle non plus, elle n'avait pas beaucoup de résultats avec les schizophrènes. J'ai rencontré une autre personne qui avait dit qu'avec elle, ça allait mieux. Mais les schizophrènes ont beaucoup plus que seulement quelques entités. Ils en ont peut-être beaucoup, mais c'est pas uniquement ça. Il y en a qui disent qu'ils ont uniquement ça. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Par contre, il y a quelques années a circulé une lettre d'un médecin psychiatre africain qui faisait un stage en France, à qui on a fait visiter un hôpital psychiatrique. Il a été hyper choqué. Il a écrit une lettre qui a circulé sur les réseaux à l'époque où il n'y avait pas tellement de réseaux, mais quand même, et en disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et il dit « moi je ne veux pas de cette psychiatrie-là, vous enfermez des gens qui chez nous sont les plus importants. Ils deviennent les sorciers du village, parce qu'ils ont une capacité de percevoir des choses que nous, on ne perçoit pas. » D'ailleurs, les schizophrènes, on dit qu'ils entendent des voix, ils entendent des voix qui viennent d'où, etc. Mais si on ne leur disait pas « arrête tes voix, c'est faux » et tout ça, si, comme tu dis, on les avait éduqués dès qu'on avait rencontré ce trouble, qu'on appelle trouble, ils auraient pu être autres. Donc là, chez nous, dans le monde occidental, on a encore un travail très important à faire, mais qui peut être fait rapidement. Si on s'ouvre un peu à toutes ces choses-là, il faudrait commencer par dire que quelque chose vit en nous et quand on meurt, ce quelque chose sort et continue à vivre. Et je répète, pour moi, une entité, une âme, c'est juste une personne qui n'a plus de corps visible. Encore que moi, et d'autres personnes comme moi, on les voit entre guillemets. Je ne veux pas dire que je les vois comme ça, mais on les perçoit. Voilà. Donc, Et même quelqu'un qui n'y croirait pas, en tant que médecin ou en tant que psychiatre, n'a-t-il pas le devoir, même s'il n'y croit pas, d'expérimenter juste pour voir si ça marche? Bien sûr. Moi, il y a des tas de personnes qui me disent comment tu prouves que ce que tu fais, c'est ça. Je dis, moi, je prouve rien du tout. Ce qui est important, c'est le ressenti, c'est le vécu, ce sont les émotions. Donc je dis, viens me voir, on va faire une séance, et tu ne vas plus jamais demander s'il faut prouver ou pas, parce que tu l'auras vraiment vécu. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça. Donc moi, quelque part, ça m'est un peu égal ce que dit la science et tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ce qu'on ressent. Si la personne, elle va mieux. Voilà. Alors, est-ce que dans tous les cas, après chaque séance, avec ton type de pratique, les personnes vont mieux? Quelle question.
Non, mais Disons que il y a des personnes, c'est direct. Il y en a qui disent c'est comme si j'ai enlevé une veste qui était trop serrée toute ma vie. Il y en a d'autres, je mentionnais un exemple, un homme qui vient me voir était très déprimé. Le matin, il se lève, il dit à quoi bon la vie, je préfère mourir, vraiment grave quoi, depuis longtemps. Il vient me voir, je ne me rappelle plus comment s'est passée la séance, mais quelques jours après, j'apprends que le lendemain, il s'est réveillé en pleine forme, il a commencé à tondre sa pelouse, à chercher du boulot. Bon, ça peut être comme ça, mais ça peut être progressif. Ça peut être progressif, petit à petit, votre vie change, la personne trouve du travail, etc. Je sais pas. Et après, parfois, ça peut ne pas fonctionner aussi. C'est pas le truc qui fonctionne à 100%. Parce que tu fais pas un suivi de toutes les personnes qui viennent vous voir. Non, c'est-à-dire que je demande à la personne de me recontacter, mais il ne le fait pas. Vous allez chez le médecin, nous on va pas appeler le médecin pour dire je vais mieux. Bon. Mais on n'y retourne pas en disant ouais ça servait à rien, je retourne pas. C'est possible, hein. C'est possible. Moi je ne suis pas ceux qui ne veulent pas être suivis. Et de toute façon, moi je veux pas prendre une personne plus de 3 fois, hein, parce que je ne veux pas qu'il soit dépendant. La personne, l'objectif c'est qu'elle se retrouve elle-même. C'est ça qui est important. Donc revenir me voir tout le temps, non. Là, il y a des psys qui font ça. Moi je fais pas ça. Ouais. Il y a un sujet, je ne sais pas si on n'en a pas parlé. On a parlé des vies antérieures, même si le temps n'existe pas. Donc on peut parler aussi des vies futures. Ah oui. Et il y a un monsieur américain qui s'appelle Brian Weiss qui a écrit là-dessus, et c'est aussi très intéressant. Donc on peut aussi soigner, est-ce que c'est un terme réservé aux médecins, j'en sais rien. On peut aussi aider quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans sa vie, est-ce que je choisis ce boulot-là, pas ce boulot-là, et on peut lui dire, ok, allons-y en hypnose, vous choisissez ce travail, le A et pas le B, qu'est-ce qui vous arrive? Et il va voir dans le futur ce qui arrive. Ok, revenez. Maintenant, choisissez le travail B. Qu'est-ce qui vous arrive? Et il revient, il dit, c'est tout à fait différent, je vais choisir l'un ou l'autre. Donc c'est aussi quand on est dans l'au-delà, on peut tout faire. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment se déroule une séance? Parce que quand tu dis, oui, je parle à l'âme ou à la personne qui est sur... on ne sait plus. La personne qui est sur... la personne vivante en face de toi, oui. La personne qui n'a plus de corps. En fait, tu mets la personne en état d'hypnose, tu fais de l'hypnose, en état, modifié de conscience. Hypnose, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Il y a, je ne sais pas combien d'hypnoses différentes, il y a plein de personnes qui se trouvent des nouvelles hypnoses et qui mettent un copyright en disant, moi j'appelle ça l'hypnose, je ne sais pas trop comment. Hein. Donc pour moi, peu importe. L'hypnose, c'est simplement un état modifié de conscience où on a accès à connaître d'autres choses. Bon. Comment on y va? Avec la relaxation profonde. Moi je dis que c'est la relaxation profonde, parfois même pas profonde, parfois plus profonde. Et donc, alors à ce moment-là, je pose des questions. Donc on appelle ça une induction, hein, pour partir en hypnose. Et quand la personne est bien relâchée, je vois bien comment elle est, les yeux fermés, tout ça. Alors je demande, y a-t-il quelqu'un avec Estelle, par exemple, pardon, qui n'est pas Estelle? Et la personne va dire spontanément, il faut répondre sans réfléchir. Donc quand on, oui, donc il va dire oui ou non. Mais comme souvent je teste un peu avant, donc je sais ce qu'il y a à moi, mais j'attends que la personne me le dise. Et si elle dit non, il n'y a rien, je recommence la question, et puis je teste, je vois. Et parce que parfois, il y a des entités, des âmes qui ont peur de partir. D'abord, beaucoup de personnes sont en retard au rendez-vous. Tous les feux étaient rouges, et des choses comme ça. Donc, parce que l'âme, l'entité qui est là, elle a peur d'un changement. C'est pas qu'elle n'ait pas envie de partir, elle a peur du changement. Tout comme nous, quand on va à un nouveau boulot, on a un peu peur. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors oui, non. Alors si c'est oui, alors je dis ok, très bien. Qui est-ce qui est là, qui a déjà eu un corps humain, à lui ou à elle?
Je dis humain parce que ça peut être parfois autre chose. Autre chose. Peut-être un extraterrestre ou quoi, je ne sais pas. Mais je dis humain. Donc, alors il va me dire oui ou non. Il peut aussi dire... enfin bon, il va dire oui ou non. Et j'ai dit ok, pourquoi vous êtes avec telle personne? L'autre jour, par exemple, j'avais un monsieur... je ne sais plus vraiment ce que c'était, mais il avait avec lui plusieurs personnes, dont un SDF. Et le SDF, il me dit, je vois quelqu'un là, il est mal habillé, il est très pauvre, il est dans la rue. Et alors je dis, monsieur qui est dans la rue, vous êtes mort là dans la rue? Oui, oui, je suis mort dans la rue. Ah, et pourquoi vous êtes resté avec monsieur X qui est avec moi ici? Ah, mais parce que, je sais pas, je le voyais, il était gentil. Moi, je sais pas, j'ai dit, monsieur, vous savez que vous êtes mort? Peut-être. Bon, il y a de tout. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts, il y en a. Alors, il avait aussi d'autres entités. Et puis, quand il est revenu, je dis à la personne qui est avec moi, j'ai dit, mais ça vous a parlé, le SDF? Oui, il dit, oui, oui, j'aime bien les SDF, je leur parle toujours. Voilà, donc, moi, j'avais aucune idée, mais il y avait un SDF là. Alors, quand tu dis que la personne est revenue, est-ce que la personne, quand elle est en état modifié de conscience, donc quand elle revient à elle, elle se souvient de ce qu'elle t'a dit? Ah oui, pour moi c'est très important. Ah oui, oui, oui. Je ne pratique pas du tout l'hypnose où on ne se souvient pas. Pour moi, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc ça lui appartient à elle. Donc bien sûr, et je lui dis au début, vous allez vous souvenir de tout. Et à tout moment, vous pouvez me parler, surtout, elle doit me répondre aux questions que je lui pose. Donc voilà. Alors comment on peut faire le distinguo entre une vie antérieure, un ancêtre, une entité ou l'imagination? Et finalement, est-ce si important que ça, tant que ça fonctionne? C'est une bonne question, hein. C'est pour ça que je montrais mon schéma, parce que c'est un peu tout. C'est en discutant avec la personne, je pose différentes questions. S'il y a un sujet, par exemple, un problème d'inceste, c'est souvent du transgénérationnel. Donc, moi je pratique plus pragmatique. Hein, je suis assez pragmatique et pour moi tout est logique et simple. Hein, je ne me questionne pas trop. Et par exemple, l'inceste, c'est souvent donc dans le transgénérationnel. Et l'idée, c'est d'aller aider l'ancêtre qui est à l'origine du problème. D'ailleurs, en France, il y a Bruno Clavier. Il a créé ce qui s'appelle la clinique des ancêtres. Donc il faut aider les ancêtres. Donc celui qui est à l'origine, celui ou celle, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, hein, qui est à l'origine de cette cascade incestueuse dans les familles, il faut aller jusque chez lui parce qu'il est jusque chez lui, oui, là quelque part où il est, parce qu'il n'est pas bien. Il se sent coupable ou bien... donc il faut ne jamais juger, et aller l'aider. Et à ce moment-là, ça peut dénouer. Et une personne qui n'a pas accès à son passé familial, soit parce c'est égal, ça n'a rien à voir. Ou on s'en fout, on peut quand même le voir. Oui, oui, rien à voir. Alors oui, bébé éprouvette, ça dépend. Mais ils peuvent de toute façon aller. Bon, maintenant, s'il y a un sperme qui vient du Danemark ou de Suède ou quoi, c'est quand même biologique. Mais il y a peut-être un père physique qui n'est pas le père biologique, mais lui, il est important. Donc, ton subconscient va aller là où ça va l'aider, ça va répondre à sa question. Donc, quand on part en hypnose, la question, on ne part pas comme ça pour s'amuser. La question doit être le plus précis possible. Donc moi, je demande à la personne, bon, quelle est votre question? Qu'est-ce que vous voudriez ne plus être, par exemple? Ou qu'est-ce que vous voudriez comprendre? Vous voudriez savoir quelle est l'origine de votre peur de mourir? Ou il y a des personnes qui ont peur que leur enfant meure, par exemple. Ou il y a des peurs comme ça obsessionnelles, mais ça vient de vie antérieure. Donc, mais ça peut être aussi du transgénérationnel. Je ne veux pas compliquer les choses, mais donc je pose des questions aussi sur le transgénérationnel. Si je vois qu'il n'y a rien, alors je me dirige vers la solution des vies antérieures. Parce que pour moi, c'est très simple. C'est ce que j'écris dans mon deuxième livre. Tout est logique. On vient sur Terre avec un sac à dos.
rempli de belles choses et de moins belles choses qu'on a accumulées dans les vies antérieures. Hein, tout ce qu'on a fait de bien et tout ce qu'on a fait de moins bien. Ensuite, entre deux vies, vous faites tout un parcours qui est assez bien connu maintenant, et jusqu'à choisir avec des sages et tout, votre mission de vie. Faites tout un parcours pour comprendre quelle sera votre prochaine mission de vie sur Terre, humaine, hein, parce qu'on peut aller ailleurs. Et quand on parle de mission, on ne parle pas forcément de quelque chose de grandiose. Non. Ça peut être aider les autres, ça peut être avoir plein d'enfants, ça peut être... mais on veut aussi venir sur Terre pour corriger par certaines choses. Disons, j'ai été un bourreau. Je veux bien revenir pour aider les autres. Donc il y a des métiers de... Comment on appelle ça? Pas de correction, mais un médecin, par exemple, peut-être dans d'autres vies, il a beaucoup tué, ou je ne sais pas, ce sont des métiers... Réparateurs de réparation, oui. Donc, je ne parle pas des médecins en général, mais quelqu'un me disait aussi un boucher, par exemple, qui est dans la viande et le sang beaucoup, mais c'est pour la viande, c'est pour nourrir les gens. Donc, quelque part, c'est pour réparer. Mais peu importe ce qu'il a fait avant, peu importe, il a choisi une vie pour aider d'autres. Parce que lui, il sait inconsciemment qu'il répare certaines choses, mais il sait aussi qu'il continue quelque chose de bien, parce qu'on a tous fait des choses bien. Si dans une autre vie, on a fait des trucs très très moches, et quand on revient, il y a des personnes comme ça, des jeunes qui disent « j'ai pas le droit de vivre hein ». Des jeunes « je mérite pas de vivre ». Alors on se demande pourquoi, parce que les parents sont bien et tout, mais c'est karmique ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie? Et inconsciemment, il a fait des trucs très moches, et il dit « j'ai pas le droit de vivre ». Peut-être il a tué beaucoup, j'en sais rien. Et donc, il faut les aider, ceux-là, avant qu'ils se suicident. Ouais. Il faut leur dire non, tu as choisi ça parce que tu veux réparer, en fait. Donc, tu as le droit de vivre parce que tu as choisi de réparer. Donc, une vie antérieure ou une entité, ou même un trauma, hein, peut nous mener jusqu'au suicide. Ah oui. Quand on parle du syndrome des personnalités multiples, dans ton livre, tu dis, moi je préférerais qu'on puisse parler de syndrome de personnes multiples. Oui. Tu peux nous en dire plus? Est-ce que dans tous les cas, on peut remplacer personnalité par personne? Pour moi, dans beaucoup de cas, oui. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, c'est un qui s'appelle Sergei, je le mentionne beaucoup dans mon livre, mais il est décédé maintenant. Mais effectivement, ce sont malheureusement des entités, des personnes multiples. Mais c'est pas toujours, attention, hein, dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pas 100% des personnes. Mais vous voyez, il y a j'ai cherché sur Internet des peintures, des images de personnes qui étaient sous l'emprise. Donc vous savez qu'à l'époque de Victor Hugo, tout le monde faisait tourner les tables. Hein. On sait maintenant qu'on attire beaucoup d'entités. Bon. Et ces personnes-là, au bout de quelques séances, elles sont chargées, comme on dit. Elles ne sont plus seules. Et ça cause des tas de troubles. Alors il y en a qui finissent dans les hôpitaux psychiatriques, et il y en a d'autres, je pense beaucoup à un peintre très connu qui a peint. Et moi, je vais dans un musée, je vois tout de suite que c'est lui, et il peint son mal-être. Il peint des fantômes avec lui. Il peint des visages multiples. Il sculpte très très bien des tas de choses. Et quand vous voyez ça, vous voyez à quel point son mal-être est important. Et à quel point il n'est pas seul. Pour moi, c'est très très explicatif, visible. On pourrait simplement, pour répondre à toutes tes questions, tu regardes quelques images comme ça, tu comprends. Et c'est qui ce il? C'est Victor Brauner. Victor Brauner, il était sculpteur aussi, très 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 intéressant. Et si vous regardez aussi dans les peintures que peignent certaines personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, c'est très parlant aussi. Pas toutes les peintures, mais il y en a vraiment où ils peignent très clairement qu'ils sont à plusieurs. Ils peignent un corps avec plusieurs têtes, par exemple. Des choses comme ça. Et c'est très émouvant parce que moi, je me dis, j'aurais aimé travailler en hôpital psychiatrique, mais c'est pas du tout mon métier. Ouais. Et si un psychiatre assez ouvert
te proposait de travailler en collaboration avec lui, tu accepterais? Ah bah oui. Ça serait... on lance un autre appel. Non, bien sûr, mais il n'y a pas que moi. Hein. Donc, nous, en Belgique, on a formé beaucoup de personnes qui venaient d'ailleurs de France, d'un peu partout. Et on continue, on continue. Bon, moi, je me suis un peu retirée, parce que ça fait beaucoup d'années que j'ai fait ça. Et aussi à Paris, pendant plus de 2 ans, je crois, on a donné une formation. Et donc, en Suisse aussi. Donc, il faut... Moi, je suis heureuse, le plus de personnes qui pratiquent, le mieux c'est. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui se passe en Angleterre, mais il faut voir là aussi ce qu'il y a. Et comment... Mais vous aurez toujours des troubles. Maintenant, on ne peut pas tout faire. Hein. On peut pas tout faire. Il y a des personnes qui ont un karma, comme on dit, qui ont à vivre quelque chose. On appelait ça le destin avant. Bon, maintenant, on appelle ça un peu le karma. Mais elles ont des choses à vivre et on ne peut pas interférer. Le libre arbitre est quelque chose de très important. C'est ce que je dis toujours, même dans ce dessin que je montrais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important? C'est de se retrouver soi au milieu avec notre libre arbitre. Parce que tant qu'on est influencé, que ce soit par des entités, par une vie intérieure, tout ça, on a du mal à trouver qui nous sommes vraiment et quel est notre libre arbitre. C'est très important. Est-ce qu'il y a des moments, parce que tout à l'heure tu parlais des boîtes de nuit, mais est-ce qu'il y a des endroits et des moments particuliers où on peut se faire accrocher? Oui, disons que c'est pas vraiment des moments, c'est surtout quand nous sommes dans un état plus faible. Par exemple, un choc psychique, un choc psychologique, un deuil, un accident. Alors nos auras sont affaiblies, je veux dire. Hein. Alors dans les hôpitaux, bon, maintenant c'est beaucoup moins le cas, mais les anesthésies avant étaient assez puissantes. Et donc, qu'est-ce que c'est une anesthésie? On sort de son corps pour ne pas souffrir. Et s'il y a quelqu'un qui meurt à côté dans un hôpital, et beaucoup de personnes disent « Ah, depuis mon opération, je ne suis plus pareil. J'ai changé de goût. J'ai perdu mon copain. » etc. Parce que les personnes sont alors accompagnées. D'autres qui les influencent, vous me posiez la question tout à l'heure des influences, oui, on est influencé autrement. On trouve avec eux, par exemple, une personne qu'elle ne connaît pas. Et en interrogeant la personne, bonjour madame, c'était une dame, comment vous êtes morte? Pourquoi vous êtes là? Et visiblement, on apprend, enfin, elle raconte avec les mots, qu'elle était à l'hôpital, très malade, et elle est morte là. Et alors, elle est rentrée dans cette personne. Alors qu'elle soit anesthésiée ou pas, quand on est à l'hôpital, on n'est pas bien. Donc, une des premières jeunes filles que j'ai eues, qui est venue, elle était recommandée par sa grande sœur qui était psychiatre, qui avait vu que sa petite sœur, quand elle était à l'hôpital, à l'âge de 6 ans, je crois, pendant plusieurs mois, quand elle est revenue, elle n'était plus la même. Et donc sa grande sœur, ça lui a toujours posé des questions, elle est devenue psychiatre, et elle a cherché à comprendre. Et quand la jeune est venue chez moi, donc j'ai posé les questions, donc la relaxation profonde, et puis y a-t-il quelqu'un avec... voilà. Elle fond en larmes et elle dit « Ah, mais oui, c'est Michael !» Je dis « C'est qui Michael ?» « Mais c'est lui qui était dans le lit à côté de moi, il est mort. » Et il m'aimait tellement parce que moi, j'avais ma famille qui venait, lui, sa famille venait jamais. Alors il était triste et on parlait et il m'aimait beaucoup et il est mort, oui. Eh bien c'est lui, il est avec moi maintenant. Mais la fille avait, quand elle est venue chez moi, elle avait 24 ans. Mais Michael était toujours avec elle. Des choses comme ça. Alors elle n'était pas... Est-ce qu'elle était en anesthésie? Je ne crois pas, mais elle était malade, quoi. Donc elle était faible. Et voilà, une autre jeune fille qui travaillait en EHPAD. Alors elle faisait un exercice et puis tout d'un coup, même chose, elle commence à pleurer. Elle dit, mais oui, c'est monsieur Dupont, je sais pas. Je dis, c'est qui monsieur Dupont? Mais il est mort il y a 3 semaines et je l'aimais tellement, je m'en suis occupée pendant autant de mois et tout, il m'aimait bien. Mais il est mort, il est resté avec celle, peut-être la seule qui était gentille avec lui, je sais pas. Tu fais des formations donc avec d'autres maintenant. Quel type de public peut le faire? Est-ce que tout le monde peut faire ce que vous faites ou non? Oui, tout le monde peut le faire. Il y a des personnes qui n'y croient pas, bon, ben, elles ne viennent pas. Des personnes qui ont envie.
et puis des personnes qui poursuivent pas. Et oui, donc on forme, on a créé un institut virtuel qui s'appelle l'Institut Présence, hein, comme des présences, et ça fait une dizaine de jours, un peu plus d'une dizaine de jours, divisés en plusieurs week-ends ou un jour par mois, ou enfin, des choses comme ça, où on parle de tous ces sujets et on fait des exercices. Donc moi, les formations, c'est uniquement pratique. Hein, il y a peut-être une demi-heure ou une heure de théorie, le reste, c'est pratique. Ici, on a parlé de théorie un peu, mais là, ce sont des exercices tout le temps. Donc pour les personnes, il faut être prête. Ce que je demande, la seule chose que nous demandons, c'est d'avoir déjà de pratiquer, soit d'être en thérapie, d'avoir déjà fait un travail personnel sur soi, ou de pratiquer une forme ou l'autre de paramédecine ou de magnétiseur ou ostéo ou psy ou infirmière. Enfin, on a beaucoup d'infirmières parce qu'elles se posent beaucoup de questions. Et voilà, donc ça c'est important. Et après, ils peuvent pratiquer, mais il faut beaucoup d'exercices. Hein. Quand on parle de l'utilité, voire même la nécessité de bien mourir pour ne pas rester accroché sur Terre, en fait, c'est aussi pour nous, parce que nous-mêmes, si on ne se prépare pas, on va pouvoir devenir l'âme qui accroche celle d'une autre. Oui, tu peux. Si tu as un très gros conflit dans cette vie-ci et que tu meurs furieuse, peut-être ton âme va s'accrocher. Oui, c'est possible. Moi, j'en rencontre beaucoup des comme ça. Et donc on peut rester, comme il n'y a pas de temps, oui. des centaines d'années, Oui. coincé ici, quelque part. Oui. D'où l'importance quand même de bien se préparer. D'où l'importance de bien mourir. Si on se prépare à bien mourir, on peut bien vivre. Beaucoup de grands sages indiens et autres le disent. Hein. Les bouddhistes, toute leur vie et toute leur religion, entre guillemets, ils se préparent à la mort. Maintenant, il faut vivre notre vie ici, parce que notre incarnation, on l'a choisie pour réaliser notre mission de vie. Pour trouver sa mission de vie, parce que beaucoup, on se pose la question, toujours, c'est quoi ma mission de vie? Beaucoup de personnes disent. Alors vous avez en hypnose, justement, cette forme d'hypnose qui s'appelle entre les vies. Donc c'est une hypnose entre deux vies, et qui vous aide à comprendre pourquoi vous avez choisi votre incarnation ici et quelle est votre mission de vie. C'est important, je pense, pour des personnes qui pataugent un peu, ce qui était mon cas, ce qui est peut-être ton cas, j'en sais rien, en disant mais au fond je suis venue sur Terre, pourquoi? Tu vois? Et ça peut aider. Qu'est-ce qui permet de bien mourir finalement? Donc c'est bien vivre, mais ça veut dire quoi bien vivre? Oui. Il faut rester ouvert d'esprit, ouvert de conscience, il faut rester dans l'amour, il faut s'intéresser à tout ce monde spirituel, ne pas juger, enfin toutes des choses que j'ai déjà dites, c'est important, ça nous permet, nous, de bien vivre et de bien mourir, mais si ça peut aider d'autres à bien vivre et bien mourir aussi. Maintenant, je ne dis pas que toute notre vie doit être orientée sur le bien mourir, mais c'est important, c'est important. Si tu devais conclure, tu aurais envie de finir sur quoi, Anne? Écoute, moi, je rêve d'un monde en harmonie, un monde où l'harmonie existe, où il n'y a pas de culpabilité, pas de la faute de l'autre, ou bien je cherche de l'aide à l'extérieur, un monde où on est soi-même en paix. Et c'est tellement important. Et un monde où on parle de tout ça, où on parle de la mort, où la mort n'est pas un échec, où la mort, au contraire, elle nous aiderait à mieux vivre. Hein, c'est tout ça, c'est pas un échec, on n'est pas obligé de mettre les personnes âgées en souffrance ou malades, les maintenir en vie, c'est terrible, c'est pas un échec de mourir. Souvent on demande à une personne qui a 92 ans ou quoi, mais elle est morte comment? Je dis, elle est morte normalement, elle est morte comme on peut mourir. C'est mourir en paix, très important de bien mourir. Il y a ici en Dordogne Daniel Briez, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit ce livre qui est pour moi magnifique, qui s'appelle « Bien vivre sa mort ». Je recommande. C'est très important. Si on n'avait pas peur de la mort, on vivrait mieux. C'est ce que dit le Père Brune, c'est ce que disent beaucoup d'autres. Et moi, je suis un petit peu de cette lignée-là. Hein. C'est même dans mon nom. Hein.